n'aime pas ce pays dit. Tu as gardé ta fraîcheur. Parce que les anglophones et les francophones n'ont pas demandé à être francophones. Tout cela nous est tombé dessus en 1916. Donc c'est à nous de savoir que nous sommes les femmes et les hommes de la même famille, fils et filles de la même famille. Et que s'il y a des problèmes entre nous, nous devons régler comme des frères et sœurs. Je ne peux pas dormir tranquille en sachant qu'il y a des Camerounais qui tirent sur les... Je ne peux pas comprendre que des gens qui disent diriger le pays puissent dormir tranquille en sachant que les Camerounais tirent sur les Camerounais. Quand il y a des Camerounais qui se cachent dans les forêts et que d'autres sont dans les camps de réfugiés au Nigeria, c'est quel genre de gouvernement? J'ai dit donc, nous allons régler ce problème. C'est le point numéro 1 sur mon agenda. Nous allons le régler. Une fois que j'irai là-bas, je vais leur porter le message. Je vais leur dire, j'ai entendu vos pleurs. Je viens essuyer vos larmes. Je vais débloquer un financement spécial pour reconstruire les villages qui ont été rasés, pour reconstruire les maisons qui ont été détruites, pour permettre aux gens de recommencer une autre vie. Et après cela, je vais mettre en place le cadre du dialogue inclusif. Je m'engage devant vous à mettre en place ce cadre du dialogue, où nous allons discuter entre nous pour trouver la meilleure forme d'organisation de l'État du Cameroun. Et nous allons inscrire cela dans notre constitution. Pour toujours. Pour qu'il n'y ait plus jamais au Cameroun des Camerounais qui se sentent des Camerounais de seconde zone, qui ont le sentiment d'être exclus et qui ont le sentiment qu'on les tolère à peine. C'est un problème que nous ne pouvons pas continuer à traîner. Et c'est la condition du progrès du Cameroun. On n'aurait jamais dû laisser le sang couler à cause de cette affaire. Parce que le sang qui coule pour une cause est de la mauvaise herbe qu'on a sémée et dont les racines s'enfoncent. Et les enfants, dans 50 ans, reviendront dire pourquoi est-ce que mon père est mort? Pourquoi est-ce que mon père est mort? Ceux qui aiment ce pays ne peuvent pas le saccager avant de partir. Il y a un temps pour chaque chose. Ils ont fait leur temps. Dieu leur a donné la grâce de vivre longtemps, de régner pendant 36 ans. Il est temps qu'ils comprennent. Il est temps qu'ils comprennent qu'ils doivent donner la main. Ça suffit. Dans nos traditions africaines, quand on est un papa et que Dieu vous a donné des enfants, vous ne pouvez pas laisser les enfants y aller puiser de l'eau. Que ceux-là envoient les enfants aller puiser de l'eau maintenant. Vous ne pouvez plus aller puiser de l'eau. Je dis donc, c'est mon premier point. Et une fois qu'on aura réglé la crise anglophone, on va réformer notre constitution. Premièrement, pour mettre le mandat présidentiel, un seul mandat renouvelable une fois. Un seul, pas plus. Et moi-même qui suis devant vous, si vous me faites l'honneur de me porter au pouvoir, je ne ferai jamais plus de 2 mandats. D'ailleurs, pour que je fasse 2 mandats, il faut que j'ai l'honneur d'avoir bien servi. Sinon, à la fin du premier mandat, tout ce que je vous raconte là, si je ne tiens pas, vous me mettez à la porte. C'est ça. Donc, un seul mandat renouvelable une fois. La troisième chose, c'est que nous allons mettre dans la Constitution l'élection présidentielle à 2 tours. À 2 tours. À l'heure actuelle, nous allons aux élections. Le 7 octobre prochain, nous pouvons avoir un président de la République élu à 20%. Parce que si les voix s'éparpillent sur les candidats, on peut avoir un président qui est élu à 20% ou à 25%. C'est possible. Et 20% des votants, ce n'est même pas des inscrits. Ça représente quoi? Quand vous prenez, ça représente pas 2 ou 3 millions sur les 25 millions de Camerounais que nous sommes. Est-ce que ce président-là a la légitimité pour gouverner? Il faut donc l'élection présidentielle à 2 tours. Et enfin, sur le plan toujours constitutionnel, nous allons ramener l'âge électoral de 20 ans à 18 ans.
Parce que le code pénal dit qu'un jeune Camerounais à 18 ans est majeur et donc peut être condamné, y compris à la peine de mort. Mais en même temps, on dit qu'à 18 ans, il n'est pas assez vieux pour choisir son président. Est-ce que c'est normal? Donc on doit ramener l'âge électoral de 18 ans à 20 ans, de 20 ans à 18 ans. Mais mes chers frères, mes chers amis, je peux vous promettre une chose. Je lutterai jour et nuit contre la corruption. Contre la corruption. En 2006, nous avons fait voter une loi d'application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et avoirs. On a préparé le décret d'application. Le président ne l'a jamais signé. Je vous promets que si le 7 octobre vous me portez à la présidence, ce sera le premier texte que je vais signer et l'appliquer à moi-même. Parce que je déclarerai mes biens et avoirs. Je veux que les Camerounais connaissent mon patrimoine, ma fortune. Pour que si à la fin de mon mandat, cette fortune s'est accrue de manière anormale, ils disent que même si tu as déjà travaillé, vraiment, laisse-nous tranquille. Oui, parce que nous ne pouvons pas continuer de la manière dont nous gérons notre pays. Je vais vous dire une chose. Il faut que définitivement, ceux qui aspirent à travailler dans l'administration enlèvent de leur tête qu'ils deviendront milliardaires. Si on veut être milliardaire, on va faire des affaires. Mais quand on est au service de l'État, on sait qu'on ne peut pas être milliardaire. Parce que vous pouvez avoir un bon salaire, bien nourrir votre famille, bien encadrer, l'envoyer à l'école, mais pas être milliardaire. Donc, on doit choisir. Quand le prêtre fait comment on appelle ça, le vœu de pauvreté, il ne peut pas dire que j'ai prêté le vœu de pauvreté et en même temps, le lendemain, vouloir être riche. Donc, si vous choisissez la fonction publique, vous avez la sécurité de l'emploi. Vous avez un bon salaire, vous aurez une bonne maison, vous enverrez vos enfants à l'école correctement et tout. Mais ne cherchez pas à devenir comme celui qui travaille dans le secteur privé. Lui, il peut gagner son argent parce qu'effectivement, il n'est pas soumis au même contrat. Alors, connectez-vous. Désolé pour les interruptions. La batterie et bien d'autres. Connectez-vous. Nico Ngandui, merci. Alain Etamé, merci. Suivez bien le président. Le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État qui lutte contre la corruption, on va les réformer, c'est la première chose. Et deuxièmement, je me suis engagé à leur donner le droit de saisir la justice directement. Si vous constatez que quelqu'un a détourné les biens publics, ce n'est pas la peine de faire le rapport et l'envoyer au président de la République. Parce que quand vous envoyez au président de la République, il prend, il met de côté. Celui qui n'aime pas, il poursuit. L'autre, il aime, il ne poursuit pas. C'est pour ça que vous voyez que l'épervier vole parfois et parfois il dort pendant des années. Donc, vous devez aller. L'organisme en charge de la lutte contre la corruption doit saisir la justice. Si la justice dit que vous êtes innocent, mais si on vous condamne, on vous condamne. Ça, c'est mon premier chantier. Le deuxième chantier, c'est le chantier éducatif. C'est un pacte avec la jeunesse. On dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais à quoi sert une lance dont la pointe est cassée? Donc la pointe de la lance, bienvenue, partagez au max, partagez Herman Brice. Vous les avez entendus tout à l'heure, est mal formée, n'est pas bien formée, ne trouve pas d'emploi et donc sombre dans l'alcool et tout le reste. Cela veut dire qu'elle ne peut plus le faire de lance de la nation. C'est pourquoi mon engagement c'est de limer cette lance pour qu'elle soit en mesure de frapper sa cible. Et comment vous le faites? C'est par l'éducation. Il faut réformer le système éducatif actuel. Il a été mis en place dans les années 60 pour former des cadres qui devaient remplacer les cadres expatriés dans l'administration et dans le secteur privé. Moi-même, je suis produit de ce système éducatif. Mais il n'est plus performant aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de compétition sur le savoir technique, sur l'innovation. Le jeune Camerounais n'est pas en compétition avec le jeune Gabonais, il est en compétition avec tous les jeunes du monde. Et il a le même talent. Il est en compétition avec les Chinois, comme les Américains, comme les Européens.
Et ils peuvent faire exactement ce que les jeunes Américains qui ont créé Facebook ont fait. Ils n'ont pas fait le miracle. Ils étaient seulement dans un contexte qui leur ont permis cela. Je vous donne un exemple. Moi, je suis allé au Kenya à plusieurs reprises quand Moi Kibaki était président de la République. C'est lui qui a créé les conditions qui ont permis aux jeunes Kenyans de mettre au point le logiciel M-Pesa, le transfert d'argent, que tout le monde imite aujourd'hui avec des noms différents. C'est un jeune Kenyan. Et il a passé un contrat avec Safaricom pour exploiter ça. Même les Indiens qui ont dit très talentueux en informatique ont compris ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a créé l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement qui leur permettait de développer ce talent. Or, vous regardez, on nous dit qu'il y a un Silicon Mountains autour de Goya. Ce sont les jeunes Camerounais qui ont créé ça. Cela veut dire que si vous les mettez dans des conditions, et quelles sont ces conditions? Un jeune qui finit à l'université n'a pas d'argent pour aller louer un bureau à 50, 100, 200 000 par mois, il n'a pas. Il n'a pas d'argent pour acheter un ordinateur puissant. Donc il faut créer ce qu'on appelle un parc d'incubateurs où vous allez les placer avec des équipements et gratuitement, vous leur dites simplement, vous avez 12 mois ici. Pendant 12 mois, vous inventez, vous créez, vous produisez. Et vous allez voir qu'au bout de 12 mois, ils vont mettre sur le marché des tas de choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au Kenya, justement à Nairobi, il y a un marché annuel de production de savoir-faire. Parce qu'on a créé les conditions et les jeunes créent. Et vous avez des financiers qui viennent d'Afrique du Sud, de Maurice et tout ça, qui viennent mettre leur argent là. C'est ça que nous allons faire pour accompagner la jeunesse. Mais sur le plan de la formation, parce que ce que j'ai dit, on croit que ça s'adresse à ceux qui ont fait informatique. Sur le plan de la formation, et pour combattre le chômage des jeunes, voici ce que je propose. Pour tous les jeunes qui ont déjà le bac, la licence et tout, on va créer des instituts de formation professionnelle et technologique dans chaque département du Cameroun, dans les 58 départements du Cameroun. Et ces instituts vont récupérer tous nos jeunes. Vous avez des gens jeunes qui disent j'ai une maîtrise en sciences économiques, en gestion, je ne fais pas du travail. Donc il est dans un mauvais couloir. Nous allons le placer dans le bon couloir par une formation qui va durer de 6 mois à 2 ans maximum. Parce que si vous prenez un jeune qui a une licence en sciences économiques et vous le formez pendant 2 ans uniquement à l'informatique, au bout de 2 ans, il a le niveau d'ingénieur. Donc il peut trouver du travail si le marché veut des ingénieurs informaticiens. Si on veut des électroniciens, on va les former. Si on veut des électriciens, on va etc., etc. Donc nous n'allons plus laisser nos jeunes avec pour seul horizon de conduire le BSI, le moteur taxi. Parce qu'aucun enfant, vous conduisez le BSI pendant 10 ans, le dos est cassé. Et si par malheur vous avez un accident, vous devenez une charge pour la famille. Alors que la famille espérait que vous deviez venir la soutenir. Maintenant, vous devenez une charge. Donc on va donner un vrai avenir aux enfants. Maintenant, pour les jeunes qui ont quitté l'école très tôt, qui ont le CEP, comme on dit aujourd'hui, longtemps on parlait du CEP, maintenant on dit CEP. Pour ces jeunes-là, j'ai dit qu'on va créer des centres de métiers. Des centres de métiers. Dans chaque commune, il y aura 360 centres de métiers. Ce sera un partenariat entre l'État et la commune. Tout ce qu'on demande à la commune, c'est de montrer le terrain. L'État va construire les bâtiments et équiper en équipement technique de formation. Et là, ce n'est pas des endroits où on va chercher des diplômes, on va chercher une compétence. Si vous voulez être charpentier, menuisier, électricien, carreleur, staffeur, coiffeuse, et je ne sais quoi, même vendeur, on va vous former pendant une durée qui ira de 3 mois à 1 an et demi maximum, en fonction de la filière que vous aurez choisie. Je ne veux pas que demain il y ait encore un jeune Camerounais qui ne soit pas formé. Même si c'est 3 mois, formez-le. Même si c'est pour 2 semaines, formez-le. Parce que c'est quand vous prenez, quand vous allez au village, vous ouvrez une boutique. Vous ouvrez une boutique, vous allez au village, vous prenez la cuisine, vous la mettez dedans, elle n'a reçu aucune formation. Quand un client entre, elle ne sait pas comment s'y prendre. Parfois même elle a le visage attaché, le client passe vraiment. Mais ceux qui vont dans les grands magasins, notamment chez les Blancs,
Dès que vous franchissez le seuil, la fille vient juste ici. Et les Camerounais croient même que c'est pour eux, c'est pas pour eux, c'est pour l'argent. On veut que tu dépenses. Parce que tu dépenses pour qu'on paye son salaire à la fin du mois. Parce qu'elle a reçu une formation pour accueillir. Donc il faut que les jeunes soient formés. Un jeune qui dit je vais être soudeur, mais moi je vais rester à Bafang, on va le soudeur former. Mais une fois et qui va former, ce n'est pas des professeurs d'université. Ce sont des gens qui ont une expérience pratique. Ça peut être par exemple d'anciens fonctionnaires qui sont à la retraite. L'État signe un contrat avec eux pour animer les centres de formation. Ça peut être un privé qui avait son affaire, qui est un peu fatigué, il va à la retraite, mais il peut venir transmettre son savoir aux jeunes sur la base d'un contrat. On va leur apprendre concrètement à faire des choses. Vous voyez ici, à Bafang comme partout, si vous voyez des jeunes qui ont fait des lits, quand vous regardez ça de loin, c'est très beau. Mais quand vous rapprochez, il y a beaucoup de défauts. Un, parce qu'il n'a pas reçu la formation. Deux, parce qu'il n'a pas l'équipement. D'où ma deuxième solution, c'est qu'une fois que les jeunes sont formés, on va les accompagner. Et les accompagner pas en distribuant l'argent, mais en leur achetant l'équipement qui va leur permettre de travailler. Donc si vous voulez être menuisier ou soudeur, je vais vous acheter le matériel de soudure, mais je ne viendrai pas vous distribuer l'argent. Je ne viendrai pas vous distribuer l'argent. Parce que si vous réunissez 100 jeunes non formés, vous leur donnez de l'argent, vous revenez un mois, il n'y a plus rien dans la poche. Mais si vous le formez d'abord, et ensuite vous dites voici l'équipement, il va travailler. Même si sur 100, vous n'avez que 50, c'est 50 de gagner. Donc c'est ce que nous allons faire pour lutter concrètement contre le chômage des jeunes. C'était ça mon deuxième chantier. Mon troisième chantier, c'est la production. Et c'est là que je voudrais m'adresser aux populations du Honga, qui est une population travailleuse. Je disais tout à l'heure que le Honga est un des grands bassins agricoles du Cameroun. Tout le monde le sait. Quand j'étais jeune, quand on passait ici pour aller à Douala, les champs de café étaient partout. Tout le long de la route. Maintenant, on n'en voit plus, presque plus. Il y avait des palmeraies partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, l'État a avalé et découragé les planteurs avec la chute de l'Ouest. Parce que l'Ouest avait l'Union des coopératives du Cameroun qui était un exemple pour toute l'Afrique. On partait de Tanzanie pour venir voir ce qu'on faisait à l'Ouest. Or, l'argent des planteurs est resté à l'Ouest. On a avalé. Donc, les gens sont devenus pauvres. Deux, le coût du café a baissé, mais les plantations ont aussi vieilli. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas renouvelé les plantations? Parce que justement, les planteurs n'avaient plus aucun intérêt à renouveler des plantations qui leur ramenaient rien. Or, je peux vous dire, population, en 1980, le Cameroun produisait autour de 80 000 tonnes de café Robusta et 20 000 tonnes de café Arabica. Donc en gros 100 000 tonnes. Aujourd'hui, nous produisons 16 000 tonnes. 16 000. Donc, or, vous savez que quand le café marchait bien, les populations, à la fin d'un cycle de café, pouvaient proclamer que je change la toiture de ma maison. Il achète des tonnes. La prochaine fois, je vais faire le crépissage. La troisième fois, je vais lisser le sol. Et on voyait comment le développement touchait les populations. On voyait comment, à la rentrée scolaire, les enfants étaient assurés parce que l'argent du café allait envoyer les enfants à l'école. Maintenant, il n'y a plus ça. Qu'est-ce qu'on attend des populations? La pauvreté. Pour venir vous donner 500 francs. Je n'ai pas 500 francs. J'ai dit que ceux qui attendent la bière, attendent ceux qui viennent leur donner à 8 heures. Vous avez vu un camion de brasserie derrière moi? Je veux que nous transformions le Cameroun pour que demain, si vous voulez acheter votre bouteille de bière, vous achetez avec fierté de votre propre argent. Pas comme des malheureux. Pas comme des malheureux. Et c'est pour cela que j'insiste pour dire attention. Attention, parce qu'on utilise beaucoup nos mamans, nos femmes. On utilise beaucoup nos mamans, nos femmes. Parce qu'on sait qu'elles sont dévouées, elles veulent la paix, elles ne veulent pas de désordre. On dit, allez voter. Prenez ceci, faites-le. Je vais vous dire, quand une maman laisse à la maison un enfant et va faire cela, elle est en train de vendre l'enfant. Elle vend l'enfant. Il n'y a pas un autre mot pour dire cela. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant qui est au chômage et aller empêcher que l'on change ce qui peut changer son avenir.
De la même façon, un jeune qui prend de l'argent ou joue à ce jeu est en train de vendre son avenir. Ce n'est pas la peine. Même si on vous donne 100 000 francs, je vous donne un calcul simple. On vous donne 100 000 francs. 100 000 francs, c'est quoi? Mieux vaut qu'on vous donne un travail où vous paye 50 000 francs par mois. Parce que si on vous paye 50 000 francs par mois, en un an, vous avez 600 000 francs. Or, on vous donne 100 000 francs pour revenir dans 7 ans, si vous avez la chance. Si entre-temps, vous n'êtes même pas mort. Mais si vous touchez 600 000 francs par mois, par an, c'est 600 000 francs multipliés par 7. Vous-même faites le calcul. Donc sur le champ, là, quand on vous donne 100 000 francs, vous voyez que vous avez eu quelque chose, vous n'avez rien. Demandez qu'on travaille, qu'on améliore, qu'on change le Cameroun pour que chaque Camerounais vive décemment et dignement de son travail. On va faire donc, mettre l'accent sur l'agriculture, je vais aller vite. Premièrement, on va créer un organisme qui fabrique, qui produit les semences. Parce qu'aujourd'hui, on dit aux gens, il y a les semences améliorées du maïs, il y a le plan amélioré du café, mais si vous sortez pour demander où est-ce qu'on trouve ça, vous savez pas où. Donc il faut un organisme qui mette la semence disponible pour les populations. Deuxièmement, il faut les intrants, c'est-à-dire les engrais qui seront biologiques. Troisièmement, il faut la mécanisation. J'ai grandi en voyant ma propre mère et ma grand-mère toujours labourer avec la roue. Et après 20 ans, tout le monde dit j'ai mal au dos. Chaque jour que tu vois, oh mon dos là, ça ne va pas. C'est l'agriculture. Or, on peut mécaniser et réduire la pénibilité du travail. Sur les petites exploitations, même si ici à l'ouest, nous n'avons pas cette habitude-là, on peut apprendre. Vous pouvez, lorsque vous avez 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, faire ce qu'on appelle la culture attelée avec la charrue, avec un bœuf ou deux. Et l'État peut appuyer l'acquisition du bœuf. Un bœuf ou deux, on met la charrue et le bœuf tire la charrue. Vous n'avez pas besoin de vous. Mais il y a encore pour les exploitations partager au max, Justin Bolingo, celui qui devrait partager au max, comme ça on puisse atteindre un quota. Partager, aimer, like. Les gros tracteurs qui existent. Les gros tracteurs, c'est pour les grandes exploitations de 100, 200, 500 hectares. Donc on va mécaniser l'agriculture. Et enfin, on va faire de petites unités de transformation des produits agricoles. Si, lorsque le palmier marchait bien à Bafan, au lieu de faire toute l'huile et d'envoyer à Douala ou partout, on pouvait faire aussi des savonneries ici, ou des huileries ici. Donc, de façon à ce que ce soit le produit fini qui parte de Bafan vers les centres de consommation. Et que tout ne soit pas concentré à Douala. Donc, on peut travailler, ce sont des choses que l'on va faire ensemble. Je voulais dire, parce que mes mamans sont de ce côté, je vais leur parler, dans le plan social, dès que nous ouvrons les portes de Doudi, je vous promets qu'à partir de 2019, tout accouchement par césarienne est gratuit. Et voilà un mot qui rassure la population. Donc, les femmes qui accouchent par césarienne, ce sera gratuit. Deuxièmement, vous savez qu'à l'heure actuelle, ceux qui ont des réductions quand ils vont faire des examens à l'hôpital sont les fonctionnaires et les employés du secteur privé. Donc cela veut dire que pratiquement 22 millions de Camerounais n'ont aucun avantage. J'ai dit que si vous me faites l'honneur et la confiance de diriger le pays, dans les 3 ans, il y aura une couverture maladie universelle pour tous les Camerounais. Cela veut dire que pour les maladies de base, comme le palu, le choléra, la méningite, tout cela, ce sera gratuit pour tous les Camerounais. Que vous soyez cultivateur, commerçant, tout Camerounais aura droit à ces soins-là gratuitement. Alors vous pouvez me demander, parce qu'ils vont vous dire, ouais, vous faites des promesses fallacieuses, comment nous finançons cela? On va financer cela sur la réduction du train de vie de l'État. À l'heure actuelle, vous savez qu'un directeur de l'administration centrale à Yaoundé a comme voiture de service une voiture qui coûte autour de 40 millions. Nous sommes un pays sous-développé. Pourquoi est-ce qu'un fonctionnaire qui habite Mélène doit rouler dans une voiture de 40 millions pour aller au plateau à Temengue pour faire son travail? Si c'est encore pour aller faire l'inspection, je peux comprendre. Mais à Yaoundé, donc, on peut lui fournir une voiture qui coûte 20 millions. Donc je divise déjà par 2 les dépenses de véhicules. Rien que ça. Vous en avez qui ne sont pas dans l'inspection, travaillent à Yaoundé, ont 4 millions
de carburant par mois de dotation. Je lui ai dit que mon ami, est-ce que c'est la fusée qui te porte ou c'est comment? On va donc mettre... Merci Mbassé Malongo. Ça c'est de la vraie politique. Terre à terre, compréhensible pour tous. Merci. Coucou à tous connectés, partagez au max. Un membre du gouvernement et les gens assimilés, quand ils vont en mission à l'étranger, voyage en première classe. Un billet d'avion première classe, Yaoundé Paris, c'est 6 millions de francs. Et moi, j'ai dit non, je ne vais pas, même pas trop vous m'amener. J'aurais pu demander qu'ils voyagent en éco, mais je dis voyager en business, c'est confortable. Et on s'occupe bien de vous. Donc, le billet business coûte 2 millions et 2 800 000 à 3 millions maximum. Donc, je divise déjà. Je peux continuer comme cela. Donc, que personne ne vous dise que l'argent n'existe pas. L'argent existe. Et Bassé Malongo, l'homme du peuple, ça c'est vrai. Coucou Clovis, Numbi, coucou Marcus. Et la population est si célèbre avec le professeur. Et j'ai dit dans 3 ans, parce que je me donne 3 ans, parce que je veux régler le problème de l'approvisionnement en médicaments, en implantant au Cameroun des unités de fabrication des médicaments de base. Et dans les structures sanitaires, je vais mettre justement des pharmacies, de telle sorte que quand on vous prescrit, on dit que vous avez le palu, on prescrit l'ordonnance, vous allez à la pharmacie de l'hôpital, on vous donne le médicament, vous rentrez chez vous. Et voilà le président qui rassure la population ici rassemblée et continue à développer son projet de société. Et la population attentive et patiente sont en train de l'écouter. Ils vous promettent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je vous fais une promesse et je vous explique comment on va le faire. Dans le chantier de la production, il y a un aspect que je n'ai pas développé. Je serai bref là-dessus. C'est l'électricité, l'énergie. Vous avez vu vous-même que nous fonctionnons pour le groupe électrogène en plein Bafang, chef-lieu du département. J'ai dit que nous avons identifié 13 filières industrielles. Et la première filière, c'est la filière énergie. Si je suis président de la République, et comme vous avez promis que ce sera le cas, je vous dis qu'à la fin de mon mandat, j'aurai connecté à l'électricité 80% des ménages camerounais. 80%. 80%. Je l'ai dit et j'explique comment. Dans la partie septentrionale du pays, nous utiliserons abondamment l'énergie solaire. Aujourd'hui, il y a des plaques photovoltaïques de 500 watts. C'est ce qu'on est en train d'installer aujourd'hui au moment où je vous parle au Ghana. Cette année au Ghana, ils vont connecter 400 000 ménages, 400 000 foyers à l'électricité avec cette énergie. Dans la partie sud du pays, où il y a des cours d'eau partout, nous allons faire des mini-barrages pour alimenter un village, un quartier, une ville ou un département. Et de cette façon-là, nous n'allons pas attendre que l'on aille tirer l'énergie de son loulou ou de Gisoué sur des centaines de kilomètres. Le transport coûte cher et il y a des pertes d'énergie en route. Donc je vous explique chaque fois ce qu'on va faire et je vous dis comment on va le faire. Et je vais terminer en disant, tout ceci n'est possible et tout cela ne sera possible que si vous en décidez ainsi. J'ai dit et je le répète ici, ma force vient de vous. Ma force c'est le peuple camerounais. Ma force, mon souffle c'est le peuple camerounais. Donc tout ce que je vous ai dit ne se réalisera que si vous décidez le 7 octobre que nous allons tourner la page. Et je vais vous dire, en matière d'élection, chaque voix compte. Votre voix ne compte pas moins que celle du président et celle du président ne compte pas plus que votre voix. Chaque voix, c'est 1 plus 1 égale victoire. 1 plus 1 égale victoire. Et je vous ai dit, le 7 octobre, et voilà le mot magique, 1 plus 1 égale victoire. Camto Forever pour la Renaissance. Merci Bassé Malongo. Merci. Allez voter d'abord pour que nous changions le Cameroun. J'ai dit que je serai votre tireur de pénalty. Je vais tirer ce pénalty-là. Parce que la faute a déjà été commise. La faute a déjà été sifflée. Et cette faute-là, elles sont nombreuses.
nombreuses, mais parmi ces fautes-là, il y a le mandat de trop. Donc on a déjà sifflé la faute. Je vous ai dit que je vais tirer. Et vous savez très bien que c'est le genre de pénalty qu'on ne laisse pas à n'importe qui. Et ce genre de pénalty-là, quand c'est chaud, vous avez vu sur le terrain, tous les joueurs se réunissent derrière le tireur, non? Ils prient même d'autres prient, d'autres tournent la tête. Vous devez être là, derrière. Et la tête, il faut regarder. Parce que je peux vous dire que si vous êtes derrière moi, vous me portez par votre souffle, mon pied ne tremblera pas. Le filet va trembler. On va marquer ce... Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur eux? Et voilà. Historique. Magnifique. Écoutez-moi bien. Après le 7 octobre, je veux que vous veniez pour qu'on entre ensemble au palais. C'est la joie partout. C'est la gaieté ici à Bafang. C'est le peuple qui se range vers le professeur Maurice Kamto. C'est tout le monde qui crie à haute voix ici, président. On rappelle à ceux qui doutaient encore jusqu'hier que à Bafang, c'est sûr, c'est connu. La population est avec le président de la République, le président Kamto. Les journalistes. Et un point de presse, les journalistes. Pour les journalistes. Oui. Vous êtes prêts? Oui, professeur, nous sommes à la fin de votre meeting ici à Bafang. Quel est le sentiment qui vous anime et quel est le message à l'endroit de la population qui vous regarde? Premièrement, c'est le même sentiment que j'ai eu partout. De l'extrême nord au nord, la Damawa. Hier, pendant 2 jours, dans le Nou. Et nous poursuivons aujourd'hui à Bafang avec le même élan populaire extraordinaire. Je crois que vous-même, vous en êtes témoin. Et je compte sur vous pour rendre témoignage de ce que vous avez vu ici. Non seulement une présence massive, mais une présence enthousiaste, confiante pour le 7 octobre. Et cette confiance, c'est elle qui me porte. C'est elle qui me donne la puissance et l'énergie que j'ai. Quelquefois, on me demande où est-ce que je trouve mon énergie. Je la puise dans les Camerounais parce que ce sont les Camerounais qui me donnent cette force. Le message que je peux leur délivrer est le même. Premièrement, qu'ils n'aient pas peur. Que les gens n'aient pas peur d'exprimer leur choix. L'élection est une affaire de citoyens. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en matière électorale, 1 plus 1 égale victoire. Chaque voix compte. Deuxièmement, que les gens ne se laissent pas acheter. Parce qu'une maman qui laisse un enfant au chômage à la maison et va accepter 500 francs, 1000 francs, ou je ne sais pas moi, 1 kilo de maquereau, vend cet enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vend son avenir. Un jeune qui accepte de jouer ce jeu-là compromet son avenir et n'a plus de raison après de se plaindre de ne pas avoir un travail. Je dis à un jeune à qui on tendrait 100 000 francs et qu'il prendrait, j'ai dit, tu fais fausse route. Parce que tu prends 100 000 francs. Ça peut paraître une grosse somme là, dans l'immédiat. Mais c'est pour vous. Dans 7 ans encore, si vous avez la chance d'être encore en vie. Or, un jeune a besoin qu'on lui donne un emploi, de trouver un emploi. Il vaut mieux avoir un emploi où vous touchez 50 000 francs par mois. Parce que cela fait 600 000 francs par an, multiplié par 7 ans. Au lieu de 100 000 francs qu'on vient vous jeter pour modifier les résultats et permettre que le même système qui vous maintient dans la pauvreté et la misère se perpétue. Voilà le message que je vais leur donner. Et je leur dis, allez voter massivement. C'est vous la base qui déterminait de l'issue des élections. Allez voter, même pour ceux qui sont malades, faites un effort. Allez voter, mais surveillez les résultats. Surveillez vos voix. Faites en sorte que personne ne change ce que vous avez exprimé dans les urnes. Et alors, je peux leur promettre que après le 7 octobre, un nouvel ère va commencer au Cameroun
une nouvelle ère, dis-je, va commencer au Cameroun. Une ère où le soleil brille pour tous. Et je termine en leur disant, puisqu'ils me font confiance, ils peuvent être sûrs. Jamais je ne les trahirai. Merci. Il traverse la barrière, voiture 622. Mon sang est encore là-bas. Non, va chercher, va chercher. Ouais. Oh, comment on fait?